L'odeur de cire d'abeille et de poussière froide flottait dans la cage d'escalier. Laurent Valéry serrait le bouquet de pivoine, des globes d'un rose presque indécent. Le papier de soie crissait sous la tension de ses doigts. 30 ans. Sa fille avait 30 ans. Il gravissait les marches de l'immeuble du 11e arrondissement, une marche pour chaque année, peut-être. Au 2e étage, la porte de la gardienne s'entr'ouvrit. « Ah, monsieur Valéry, vous montez voir la petite ?» Il lui sourit. « Pour son anniversaire, oui. C'est bien. Votre dame est déjà là, je crois. Elle est ponctuelle, la pauvre. Toutes les semaines, avec son ami. Ça lui fait du bien de sortir de Saint-Cloud, je comprends. » Le sourire de Laurent ne vacilla pas. Il ne se figea même pas. Il resta là, une chose morte collée à son visage. Le mot « ami » résonna sans écho dans un espace soudainement vide de sa tête. Il sentit le poids des pivoines, le froid de la rampe en fer forgée sous sa paume libre. Il remercia la gardienne d'un signe de tête et continua son ascension. Arrivé sur le palier de Chloé, au 4e, il ne sonna pas. Il sortit son téléphone. Le contact était enregistré sous « juridique ». « Maître Corbin ?» Laurent Valéry. « J'ai besoin de vous. »« Maintenant. » Pour un constat d'adultère. « Oui, je suis devant la porte. » Il attendit 20 minutes, immobile. Le temps s'était distendu, élastique et poisseux. Quand le commissaire de justice arriva, un homme au visage neutre et fatigué, Laurent lui tendit un double des clés que Chloé lui avait confiées en cas d'urgence. L'appartement était embué. Une odeur de vin rouge et de parfum d'homme flottait dans l'air chaud. Sur une chaise ligne rosée, une chemise était non pas pliée, mais abandonnée. Dans la chambre, ils étaient là. Claire et un inconnu. Le bruit sec et métallique du flash de l'appareil photo de l'huissier déchira le silence. Une fois. 2 fois. Claire se recroquevilla, muette de stupeur, son visage une ruine. L'homme, lui, cherchait son pantalon avec une panique dérisoire. Laurent ne dit rien. Il observait un verre de vin ébréché sur la table basse, une trace de rouge à lèvres sur le col. Détail. Un inventaire clinique de la catastrophe. La porte s'ouvrit. C'était Chloé. Elle vit son père, puis l'huissier, puis le désordre dans la chambre entr'ouverte. Son visage se décomposa. Et dans ses yeux, Laurent ne vit pas la surprise, mais la culpabilité. La prise en flagrant délit. « Papa, je... » Le coup de grâce. Ce n'était pas la trahison de sa femme qui le fit suffoquer, c'était celle-ci. « Je lui ai passé mes clés », murmura Chloé, comme si cela pouvait tout expliquer. Elle avait besoin de respirer. Respirer. Le mot l'atteignit comme un poison lent. Un vertige abyssal le saisit. Le sol semblait s'incliner sous ses pieds. Ses jointures blanchirent sur la tige des fleurs. Il regarda les pivoines, leurs pétales délicats maintenant froissés par sa poigne. Il les laissa tomber sur le paillasson. Un tapis de pétales roses sur lequel sa fille et sa femme devraient en marcher pour sortir. Il tourna le dos sans un mot et descendit les escaliers. Le bruit de ses pas réguliers, mesurés, seul son dans un monde qui venait de s'éteindre. Le trajet du retour vers Saint-Cloud fut un blanc, un trou dans le temps. Les feux de la ville défilaient en traînées de lumière abstraite à travers le pare-brise, mais Laurent ne les voyait pas. Ses mains tenaient le volant avec une précision de machine. Il n'y avait ni larmes, ni rage, juste le silence assourdissant d'un univers implosé. En arrivant devant la maison, il la regarda comme un objet étranger. Ce n'était plus un foyer, c'était un bien immobilier. Il entra. Le silence, ici, était différent, plus lourd, saturé de 30 ans de vie commune. Un foulard de Claire sur une chaise, un livre ouvert sur la table basse. Des artefacts d'une civilisation morte. Il ne monta pas dans leur chambre. Il se dirigea vers la cave, en revint avec une pile de cartons de déménagement plats. Il commença par son bureau à elle. Les livres, un par un, leurs tranches heurtant le fond du carton dans un bruit mat. Puis ses vêtements. Le froissement de la soie,
le poids des manteaux d'hiver. Il pliait tout avec un soin mécanique. Absurde. Le rouleau de ruban adhésif se déroulait dans un cri strident qui déchirait le calme de la maison. Encore et encore. Chaque boîte scellée était une phrase terminée. Sur chacune, d'une écriture nette au marqueur noir. Claire. Au matin, le salon était une forteresse de carton brun. Il ne l'appela pas. Il n'appela pas sa fille. Son premier appel fut pour un serrurier. L'artisan arriva, efficace et discret. Le hurlement de la perceuse forant le canon de la porte d'entrée fut un son chirurgical, presque purificateur. L'ancien cylindre tomba dans une paume gantée. Le nouveau glissa en place. Un jeu de clés neuves fut déposé dans la main de Laurent. Elle semblait plus lourde, définitive. Ensuite, il prit son téléphone. Le pouce glissa sur l'écran tactile. Claire. Bloqué. Confirmé. Chloé. Le même geste, une fraction de seconde plus froid. Bloqué. Confirmé. Le cordon numérique était sectionné. Le dernier appel fut pour un numéro trouvé en ligne. Un nom réputé dans les annuaires d'avocats parisiens. Une voix posée répondit. Cabinet de maître Antoine Beaulieu. Bonjour. Laurent prit le premier créneau disponible. L'air de l'avenue Hoche était glacial et climatisé. Le silence du cabinet d'avocats était si profond qu'il en devenait palpable. Une matière dense qui sentait le cuir neuf des fauteuils et l'argent. Assis dans l'un d'eux, Laurent fixait ses mains, parfaitement immobile sur ses genoux. Il ne regardait ni les lithographies au mur, ni les revues financières sur la table basse. Il attendait. Maître Beaulieu était un homme à l'élégance sobre, dont les yeux trahissaient une longue familiarité avec les désastres humains. Il écouta le récit de Laurent sans prendre de notes, sans un battement de cils. Les faits, rien que les faits. L'adresse dans le 11e. Le commissaire de justice. Le constat. La complicité. Laurent posa le procès-verbal sur l'immensité du bureau en bois sombre. Le document atterrit avec un bruit doux et final. « Je ne veux aucune confrontation, maître, » dit Laurent d'une voix neutre. « Ni cri, ni scène. Je veux que l'intégralité de ce conflit soit transférée sur le terrain juridique et financier. » L'avocat prit le dossier, le feuilleta d'un geste expert. « Vous voulez la paix, monsieur Valéry ?» Laurent le regarda droit dans les yeux. « Non, » corrigea-t-il sans la moindre inflexion. « Je veux l'acheter. » La machine se mit en branle avec une efficacité froide et impersonnelle. Maître Beaulieu, tel un général préparant une campagne, déploya ses troupes, des experts comptables, des clercs, des analystes. Le champ de bataille n'était plus l'appartement du 11e arrondissement, mais des colonnes de chiffres sur des pages A4. Les relevés bancaires des 3 dernières années furent épluchés. C'était une autopsie financière, une archéologie de la trahison. Les lignes de dépenses dessinaient une géographie secrète. Deauville, le week-end du 15 août. Venise, pour la Toussaint. Une litanie de restaurants étoilés, de billets de train en première classe, de nuits d'hôtel dont Laurent n'avait jamais eu connaissance, le tout financé par la douce mécanique du compte joint. Chaque transaction était une piqûre de rappel, un détail sordide qui transformait 30 ans de vie commune en un bilan comptable. Laurent lisait ses documents dans le silence blafard d'une salle de réunion du cabinet, l'éclairage au néon jetant une lumière crue sur l'épaisseur des dossiers à reliure plastique. Le café de la machine automatique avait un goût amer, métallique, le goût même de la procédure. La défense de Claire arriva sous la forme d'un mémoire, rédigé par un confrère de Maître Beaulieu. Le document tentait de construire un récit parallèle. Il y était question de solitude, d'un mari absent, absorbé par son travail, d'un délaissement affectif qui l'aurait poussé, presque malgré elle, à chercher un réconfort extérieur. Le coup de grâce fut une attestation manuscrite de Chloé, sur papier à en-tête de son cabinet de psychologue.
Elle y décrivait une atmosphère familiale pesante, un père stoïque mais distant, une mère qui s'étiolait. La trahison était ainsi requalifiée en acte de survie, la complicité en soutien thérapeutique. Laurent lut le document sans ciller. Il ne ressentit pas de la colère, mais un dégoût profond, physique, l'absurdité révoltante de transformer une faute en syndrome, de maquiller l'égoïsme en souffrance légitime. Réduire sa douleur, sa dignité piétinée, à une variable dans une argumentation juridique. C'en était trop. Il ne voulait pas de cette guerre d'usure, de cette parodie de justice où il faudrait laver son linge sale devant un juge aux affaires familiales blasées. Proposer un divorce par consentement mutuel, dit-il à Beaulieu lors de leur rendez-vous suivant. Par acte d'avocat. Rapide. Sans audience. L'avocat leva un sourcil. Ils vont demander beaucoup. Donnez-leur ce qu'il faut, répondit Laurent. La négociation fut âpre mais brève. Un balai de chiffres et de clauses. Liquidation du régime matrimonial. Soult. Prestations compensatoires. Les mots tombaient, secs et arides, vidés de toute substance humaine. Laurent conservait la maison de Saint-Cloud. En contrepartie, il cédait une part substantielle des liquidités et des placements. Il s'engageait à verser une prestation compensatoire dont le montant, froidement calculé sur un tableau Excel, représentait le prix de sa liberté. C'était la marchandisation finale de sa vie d'avant. Il ne se battait plus pour la justice, mais pour le silence, pour le droit de ne plus jamais avoir à lire leur nom sur un document officiel. La signature de l'acte se fit dans 2 cabinets d'avocats distincts. Un paraphe au bas d'une pile de papier. 30 ans, rayé d'un trait de stylo. 2 années s'écoulèrent. Pas comme un temps qui guérit, mais comme un sédiment qui se dépose lentement au fond d'une eau trouble. La maison de Saint-Cloud était devenue une coquille de silence, un immense sarcophage de souvenirs qu'il avait méthodiquement vidé de leur substance. Ses pas sur le parquet vide sonnaient comme une ponctuation dans une phrase trop longue. Il n'y avait plus de cris, plus de rires, seulement l'écho de sa propre présence. Il avait effacé leurs numéros, archivé leurs existences dans un dossier mental scellé à double tour. Chaque semaine, il s'asseyait dans le fauteuil en cuir usé du cabinet d'un psychanalyste, non pour se plaindre, mais pour disséquer. Il y parlait de cette double amputation, conjugale et filiale, avec la même précision détachée qu'un chirurgien décrivant une procédure. Il apprenait un nouveau vocabulaire, le deuil blanc, le traumatisme de la trahison, la reconstruction du soi. Des mots qui nommaient la blessure sans la guérir. Sa nouvelle vie était une partition jouée avec la rigueur d'un métronome. Chaque matin, avant même que le ciel ne se décide entre le gris et le bleu, il était sur la scène. Le froid mordait ses joues, la brume glaciale s'accrochait aux arbres dénudés des berges. Le seul son était le clapotis régulier de son skiff fendant l'eau noire, le grincement rythmé de ses rames dans les dames de nage. L'effort était une prière silencieuse. La brûlure dans ses poumons et ses muscles était une douleur choisie, maîtrisée, qui chassait toutes les autres. C'était une discipline de fer pour ne pas se noyer dans le vide. Les soirées se ressemblaient. Un repas simple, un verre de vin, puis le silence du grand salon, où seuls les livres avaient encore le droit de parole. L'odeur du papier jauni et du thé fumé avait remplacé tous les parfums d'avant. Il ne se sentait pas seul, il était seul. La nuance était capitale. La solitude n'était plus une absence, mais une présence dense, une armure tissée jour après jour. Il n'était pas guéri. La guérison impliquait une forme d'oubli, et il n'oubliait rien. Il avait seulement appris à marcher avec une claudication invisible, une raideur dans l'âme que seuls les changements de saison ou une mélodie au piano parvenaient parfois à réveiller. Il avait survécu à l'effondrement non pas en reconstruisant les ruines, mais en apprenant à vivre dedans, en faisant de la désolation son propre paysage, un jardin zen et glacial dont il était le seul et unique gardien.
Le barrage céda un mardi matin de novembre. Le ciel était bas, couleur d'étain, et l'air si froid qu'il semblait crisser à chaque inspiration. Laurent revenait de son aviron, le corps endolori par l'effort, l'esprit vidé par le rythme des pales frappant l'eau glaciale de la Seine. Et elle était là, devant le portail de Saint-Cloud, une silhouette mince, tremblante, que le brouillard matinal n'arrivait pas à dissoudre. Chloé. Il s'arrêta à quelques mètres, le sac de sport pesant sur son épaule. 2 ans d'absence et de silence numérique s'effondraient sur le gravier de l'allée. Elle ne portait plus cette assurance désinvolte, cette armure de certitude générationnelle. Son visage, qu'il n'avait plus vu qu'en souvenir, était creusé, cerné d'une fatigue qui n'était pas de son âge. « Il fallait que je vienne », dit-elle d'une voix blanche, à peine un souffle. « Les mails, les messages. Tu as tout bloqué. » Laurent ne répondit pas. Il attendait. Le vent agitait les branches nues des marronniers. « C'est Inès. » Le prénom flotta entre eux, un prénom qu'il connaissait, mais auquel il n'avait jamais associé de visage, de rire, de présence. La fille de sa fille, l'enfant de la trahison. Elle a une leucémie, lâcha Chloé, et les mots semblaient la déchirer de l'intérieur. Aigu, les banques de donneurs. Il n'y a rien. On a fait les typages HLA. Elle marqua une pause, une inspiration saccadée. Tu es compatible, totalement. Le monde ne bascula pas. Il n'y eut ni vertige, ni vague de haine ou de satisfaction mauvaise. L'information pénétra l'esprit de Laurent avec la précision froide d'un rapport médical. Un enfant était malade. Il possédait le remède biologique. L'équation était d'une simplicité brutale, purifiée de toute scorie sentimentale. Sa rancœur, sa solitude, le poids des 2 dernières années, tout cela semblait soudain obscène et minuscule face à la biologie et à la mort. Il ne s'agissait plus de Chloé. Il ne s'agissait même plus de lui. Quand ? Fut sa seule question. L'hôpital Necker-Enfants Malades devint leur nouveau territoire. Un univers aseptisé, où l'odeur agressive de l'antiseptique et de la bétadine régnait en maître, effaçant tous les parfums du monde extérieur. Laurent se soumit à la batterie d'examen avec une docilité méthodique. Il répondait aux questions des médecins, signait les formulaires de consentement, écoutait les explications sur le prélèvement dans la crête iliaque. Il était un corps, une ressource, un protocole. Il croisait Chloé dans les couloirs aux néons blafards. Elle semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques semaines, un fantôme cerné naviguant entre les moniteurs cardiaques, dont les bips réguliers rythmaient l'attente. Il n'échangeait que des informations factuelles. Le prélèvement est prévu jeudi à 8 heures. Les médecins ont dit que son taux de blast avait baissé. Leur dialogue était réduit au strict minimum vital, comme la respiration d'un patient sous assistance. Il ne lui offrait aucun réconfort, et elle n'osait lui en demander aucun. Il n'était pas un père venu soutenir sa fille, il était un donneur. Le jour du prélèvement, allongé sur la table d'opération, il fixa le plafond. Il sentit la piqûre de l'anesthésie locale, puis la pression sourde et profonde du trocar pénétrant l'os. Ce n'était pas une douleur expiatoire, ni un sacrifice rédempteur. C'était une douleur physique, pure, mécanique. Un fait. Il donnait une partie de sa moelle, la fabrique de son sang, pour sauver un enfant innocent. Pas pour racheter sa fille, pas pour lui pardonner. Son acte était d'un stoïcisme absolu, un impératif moral dépouillé de tout affect. Une semaine plus tard, un médecin vint le voir dans la chambre où il se reposait. « La greffe a pris, monsieur Valéry. L'enfant répond bien au traitement. » Laurent hocha la tête, lentement. Il se leva, s'habilla, et quitta l'hôpital sans se retourner. Dehors, le soleil d'hiver était pâle et sans chaleur. Il avait rempli sa part du contrat. La vie continuait, mais ce n'était plus la même. La rémission d'Inès fut confirmée au printemps. La vie, fragile et tenace, avait repris ses droits dans le petit corps. Le premier appel de Chloé fut bref, sa voix un fil fragile au bord de la rupture. Il n'y avait plus de justification,
plus de théorie sur le droit de respirer ou de vivre. Il n'y avait qu'une requête, murmurée avec une humilité nouvelle, presque craintive. Elle ne demandait rien pour elle. Elle demandait s'il accepterait de voir Inès. Laurent n'avait pas répondu par l'émotion, mais par un protocole. Le dimanche, à midi, à Saint-Cloud. Le premier déjeuner fut une pièce de théâtre dont le texte n'aurait été composé que de silence. La table était dressée dans le jardin, sous le soleil de fin d'été. La porcelaine était impeccable, les couverts alignés avec une précision géométrique. Inès, avec l'insouciance victorieuse de ses 3 ans, courait dans l'herbe, son rire un son cristallin qui semblait laver l'air lourd. Chloé était assise droite sur sa chaise, les mains jointes sur ses genoux, comme une invitée intimidée. Elle parlait peu, d'une voix basse, posant des questions polies sur la maison, sur le jardin. Laurent répondait avec une courtoisie de fer. Il servait le vin, découpait le rôti, s'assurait que sa petite fille ne manque de rien. Mais entre lui et Chloé, un abîme demeurait. Le cliquetis des fourchettes contre les assiettes était la seule ponctuation de leur long silence. Il voyait dans les yeux de sa fille la supplique muette, la quête d'une absolution qu'il ne donnerait jamais. Le pardon, pour Laurent, n'était pas une éponge magique qui effacerait la faute. Ce n'était pas une amnistie. Chloé devait apprendre à vivre avec le poids de son acte, sans que son père ne lui offre la grâce facile de l'oubli. Ces déjeuners devinrent un rituel, chaque dimanche, à midi. Les frontières étaient claires, inviolables. Laurent était un grand-père présent, attentif, dont le visage s'éclairait sincèrement au contact du rire d'Inès. Il lui montrait les fleurs, lui lisait des histoires, la laissait gribouiller sur de grandes feuilles de papier dans son bureau. Mais il était un père distant, presque un étranger. La conversation avec Chloé restait en surface, naviguant dans les eaux neutres de la santé d'Inès, de la météo, d'actualités sans importance. Le passé était un pays étranger dont les visas avaient été révoqués à perpétuité. Un jour, alors qu'elle partait, Chloé s'arrêta sur le perron. « Merci, papa. » Le mot, qu'il n'avait pas entendu depuis des années, flotta un instant entre eux. Laurent se contenta d'un lent hochement de tête, le regard déjà fixé sur la petite main d'Inès, qui s'agitait pour lui dire au revoir. Il la regardait, non plus avec la douleur aiguë de la trahison, mais avec la distance apaisée d'un homme qui a redéfini les frontières de son propre cœur. Il ressentait pour elle quelque chose qui ressemblait à de l'amour, oui, mais un amour filial désormais sous sédatif, administré à dose contrôlée pour ne plus jamais être une vulnérabilité. La paix avait été signée, une paix armée, dont les clauses étaient gravées dans le silence. La paix, même armée, a besoin d'un nouveau territoire pour s'épanouir. La maison de Saint-Cloud, avec ses pièces encore hantées par le silence et la géographie d'une vie révolue, devint pour Laurent un mausolée insupportable. Il prit une décision qui surprit jusqu'à Maître Beaulieu. Il n'allait pas vendre, mais transformer, détruire de l'intérieur pour reconstruire, laisser la lumière éventrer les ténèbres. Ce fut d'abord une voix au téléphone, puis un nom sur un devis. Juliette Keller, architecte. Elle arriva un matin de septembre, sans artifice, les cheveux relevés en un chignon désordonné, un carnet à la main. Elle ne vit pas une maison pleine de fantômes, mais des volumes, des contraintes et des potentiels. Son regard était franc, son discours direct. « Ces cloisons étouffent l'espace », dit-elle en posant une main sur un mur du salon. « Il faut oser abattre, pour respirer. » Laurent, qui avait tant haï ce mot dans la bouche de Chloé, l'entendit pour la première fois comme une promesse et non une justification. Les travaux commencèrent. Les premiers coups de masse dans les murs porteurs sonnèrent comme une libération. Une fine poussière de plâtre, fantôme du passé pulvérisé, flottait dans les raies de lumière, dansant comme pour célébrer la destruction. Laurent naviguait dans ce chaos organisé avec une étrange sérénité. Juliette était là chaque jour.
Leurs conversations naquirent au milieu du bruit des perceuses et de l'odeur âcre de la peinture fraîche, sur des plans d'architecte à la texture rugueuse qu'ils déroulèrent sur des tréteaux. Ils partageaient le café du matin dans des gobelets en carton, assis sur des piles de plaques de placo. Elle lui parlait de la pureté d'une ligne, de la façon dont la lumière naturelle pouvait changer la perception d'une pièce. Il l'écoutait, fasciné par cette femme qui construisait le réel, alors que lui avait passé des années à le déconstruire. Il n'y avait entre eux aucune séduction calculée, seulement la chaleur simple et évidente d'une main qu'elle posa un jour sur son épaule pour attirer son attention sur un détail, un contact dénué de toute trahison potentielle, de tout non-dit. Il apprit par une indiscrétion de son notaire que Claire, que son amant avait quittée depuis longtemps, vivait désormais recluse dans un petit appartement de banlieue. La nouvelle glissa sur lui sans laisser de traces, comme une information météorologique concernant une lointaine contrée. Sa ruine ne lui procurait aucun plaisir, sa solitude, aucune satisfaction. C'était simplement un fait qui ne le concernait plus. Ils se marièrent un matin de juin, dans la mairie du 16e arrondissement, avec pour seuls témoins 2 artisans du chantier. C'était à l'image de leur relation, solide, fonctionnelle, sans fioritures. Un dimanche après-midi, depuis le salon enfin achevé, immense et baigné d'une lumière qu'il n'aurait jamais cru possible, Laurent regarda Juliette lire une histoire à Inès. La petite fille, assise en tailleur sur le nouveau parquet, écoutait, captivée. La lumière dorée de fin de journée enveloppait la scène, la rendant presque picturale. C'est à cet instant précis que Laurent comprit. Sa véritable victoire n'était pas la prestation compensatoire, ni la possession de la maison, ni même la déchéance de son ex-femme. Sa victoire était ce présent. C'était d'avoir refusé que le poison de la trahison ne le consume entièrement, qu'il ne le transforme en l'un de ces hommes rongés par la rancune, murés dans leur propre amertume. La vengeance la plus absolue, la plus pure, avait été son indifférence sereine, sa capacité à reconstruire, littéralement, une vie sur les ruines de l'ancienne. La cicatrice, il le savait, tirerait encore un peu les jours de pluie. Mais elle n'était plus une blessure. Juste la marque d'un homme qui avait survécu et qui, contre toute attente, avait appris à laisser la lumière entrer à nouveau. Le bruit des marteaux avait cessé. Depuis des semaines, la maison de Saint-Cloud résonnait du vacarme de la démolition et de la reconstruction. Une cacophonie nécessaire qui était pour Laurent la plus douce des musiques. Les murs tombaient. Les cloisons qui avaient enfermé 30 ans de silence et de secret étaient abattues, et à leur place, le vide se remplissait de lumière. Le matin, l'odeur de la poussière de plâtre se mêlait à celle du café frais, un parfum de commencement. Juliette, penchée sur un plan étalé sur la grande table de la cuisine, traçait une ligne au crayon. Ses cheveux, attachés en un chignon souple, laissait échapper quelques mèches qui attrapaient le soleil matinal. Il n'y avait entre eux ni passion flamboyante, ni grand discours. Il y avait mieux, une évidence tranquille, un langage fait de silence partagé et de gestes précis. Elle ne lui demandait rien sur son passé, elle le lisait dans les murs qu'elle détruisait, dans les espaces qu'elle réinventait. Elle ne cherchait pas à guérir ses blessures, elle construisait simplement un endroit où elle n'avait plus d'importance. Ce matin-là, alors que Juliette expliquait comment le nouveau mur de verre ouvrirait la perspective sur le jardin et la Seine au loin, la sonnette retentit, stridente dans le calme retrouvé. Un facteur tendit à Laurent une enveloppe cartonnée, une lettre recommandée avec accusé de réception. Une plaque de glace se forma dans son ventre. Il reconnut l'écriture de Claire sur le récépissé, une calligraphie ronde et appliquée, celle qu'elle utilisait pour les cartes de vœux et les invitations. Il signa, le stylo glissant entre ses doigts soudain moites. Il attendit que le bruit du scooter du facteur s'éloigne avant de fermer la porte. Juliette l'observait,
le visage neutre. Elle avait cessé de parler. Le silence qui s'installa n'était plus celui, complice, de leur matinée. C'était un silence ancien, lourd. Lentement, il déchira l'enveloppe. La lettre n'était pas manuscrite. Elle était tapée à l'ordinateur, imprimée sur un papier de qualité, comme un document officiel. C'était une requête. Froide, polie, implacable. Claire y expliquait qu'au cours de son déménagement précipité, certains effets personnels de grande valeur sentimentale avaient été omis. Elle en dressait la liste, précise et cruelle. Une petite aquarelle de Belle-Île, peinte par son père. La première édition d'un recueil de poésie qu'ils avaient acheté ensemble à Florence lors de leur lune de miel. Le coffret à bijoux de sa grand-mère, soi-disant resté au fond d'une armoire. Chaque objet était une mine, une encre jetée dans le passé pour le tirer à elle. Elle terminait en proposant de passer les récupérer la semaine suivante, à une date et une heure de sa convenance. Laurent relut la liste. Son visage redevint ce masque impénétrable que Juliette ne lui avait jamais vu. Les muscles de sa mâchoire se contractèrent. Ce n'était pas une demande. C'était une intrusion, une violation de la paix qu'il avait si chèrement payée. C'était une tentative de la forcer à reconnaître qu'une partie de lui appartenait encore, que tout ne pouvait pas être effacé par des cloisons abattues et des factures d'avocat. Juliette posa sa main sur la sienne. Sa peau était chaude. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle doucement. Il lui tendit la lettre. Elle la lut, ses yeux parcourant les lignes sans ciller. Quand elle releva la tête, il n'y avait dans son regard ni pitié, ni panique. Juste une question silencieuse. Laurent plia la feuille en 4, avec une précision millimétrée. Il n'allait pas lui répondre par l'intermédiaire de Maître Beaulieu. Il n'allait pas mandater un coursier. C'était ce qu'elle attendait. Un conflit par procuration qui la réinscrirait dans son existence. Il allait descendre lui-même dans le caveau, exhumer les derniers fantômes et les lui remettre. En main propre. C'était la seule façon de clore le sépulcre pour de bon. L'adresse était dans le 15e arrondissement. Une de ces résidences des années 70, fonctionnelle et anonyme, qui avait remplacé sans poésie une cour d'artisans. Laurent gara la voiture le long d'un square, où des enfants jouaient sous le ciel gris. Il n'y avait aucune appréhension dans ses gestes, seulement la concentration mécanique de celui qui exécute une procédure longuement répétée mentalement. Il tenait à la main une simple enveloppe Kraft, ni épaisse ni menaçante. Il composa le code sur l'interphone. La voix de Claire, déformée par le grésillement, était méconnaissable. « C'est qui ?» ?»« C'est Laurent. » Un silence, puis le bourdonnement sec de la gâche électrique. L'ascenseur sentait le chou cuit et un parfum d'ambiance bon marché à la lavande. Au 4e étage, la porte de l'appartement était déjà entr'ouverte. Elle se tenait dans l'embrasure, comme une figure figée dans l'ambre. Elle avait vieilli. Ce n'était pas une question de rides, mais d'une lumière intérieure qui s'était éteinte. Le vernis de la femme de Saint-Cloud, cette assurance tranquille nourrie par le confort et le statut, s'était entièrement écaillé, laissant voir un dénuement presque adolescent. Elle portait un jean et un pull simple. Plus de lignes rosées, plus de pivoine. Il entra sans qu'elle l'y invite. L'appartement était petit, impeccablement rangé. Un ordre qui confinait à l'impersonnel, comme une chambre d'hôtel habitée trop longtemps. Sur le rebord d'une fenêtre, un phalaenopsis anémique tendait ses dernières fleurs pâles vers la lumière crépusculaire. Laurent s'avança vers la table basse du salon et posa l'enveloppe Kraft. Il en sortit 3 objets. La lettre de son avocat. Une clé unique, celle du nouveau canon de la serrure de Saint-Cloud, qu'il avait conservé comme une relique absurde. Et un petit galet gris, parfaitement lisse, ramassé 32 ans plus tôt sur la plage d'Étretat, lors de leur premier week-end. Claire le regarda faire, les bras croisés sur sa poitrine. « Tu viens te moquer? Me montrer ce que j'ai perdu ?»« Non, » dit-il d'une voix neutre. « Je viens te rendre ce qui t'appartient. » Elle ricana,
un son sans joie. « Ce qui m'appartient? Tu m'as tout pris, Laurent. La maison, l'argent, ma fille. » Chloé a fait ses choix, coupa-t-il. L'argent a été partagé selon la loi que tu as toi-même invoquée. Et la maison? La maison n'existe plus. Son regard s'assombrit. Qu'est-ce que tu racontes? Tu l'as vendue. J'ai abattu les murs. Tous. Il n'y a plus de chambre, plus de salon. Juste un espace vide que quelqu'un d'autre va réinventer. Le coup porta. Il vit une lueur de panique dans ses yeux. La destruction physique de leur passé était une chose qu'elle n'avait pas envisagée. C'était une violence plus radicale que n'importe quelle procédure judiciaire. « Tu n'avais pas le droit », murmura-t-elle. Il ignora la remarque. Il poussa doucement les 3 objets vers elle sur la surface laquée de la table. La lettre, la clé, le galet. L'avocat propose une nouvelle négociation. Je la refuse. La clé est un symbole que tu n'as plus besoin de garder. Et ça, dit-il en désignant la pierre, c'est le dernier souvenir. Je n'en veux plus. Elle fixa le galet. Sa mâchoire se contracta. C'était ça, le véritable affront. Pas l'argent, pas les murs, le refus de la mémoire. « Alors quoi? Qu'est-ce que tu veux ?» demanda-t-elle, la voix tremblante de rage contenue. Laurent la regarda enfin dans les yeux. Il n'y avait plus de colère en lui, plus de douleur. Juste un vide immense et paisible. Rien. C'est précisément ça, le point final. Je ne veux plus rien de toi. Ni ta colère, ni tes regrets, ni ton argent. Je suis venu te le dire en personne pour que tu le comprennes bien. La guerre est finie parce qu'il n'y a plus d'adversaire. Il n'y a plus rien. Il se détourna et marcha vers la porte. Son geste était lent, définitif. Il ne se retourna pas. Il entendit derrière lui un son étranglé, un sanglot ravalé ou un hoquet de fureur. Il ne le sut jamais. Il referma la porte. Le clic du pêne fut discret, presque doux. Dans le couloir, l'odeur de lavande et de choux cuits lui parut soudain moins prégnante. En descendant dans l'ascenseur, il ne se sentit ni victorieux, ni vengé. Il se sentit léger. Ce n'était pas le soulagement euphorique d'une bataille gagnée. C'était le calme plat qui suit la dissipation d'une longue fièvre. Le sépulcre était clos. Il pouvait rentrer chez lui, là où la lumière entrait désormais à flot. La voiture glissait sur le périphérique, un vaisseau anonyme dans le flux sanguin de la ville nocturne. Les lumières orangées et blanches défilaient, traçant des lignes abstraites sur le pare-brise, mais Laurent ne les voyait pas. Il sentait le poids infime de la clé de contact sous ses doigts, la vibration sourde du moteur, le froid du cuir contre son dos. La légèreté qu'il avait ressentie dans l'ascenseur n'était pas une émotion volatile. Elle s'installait, prenait racine, comme une nouvelle configuration de son être. Ce n'était pas du bonheur, c'était l'absence de poids. En arrivant à Saint-Cloud, il gara la voiture dans l'allée. La maison, même dans l'obscurité, semblait respirer différemment. Les nouvelles baies vitrées, immenses rectangles sombres, reflétaient les étoiles comme des yeux ouverts sur le ciel. Il n'alluma que le strict nécessaire, une lampe basse dans le grand séjour décloisonné. La lumière, ici, n'était plus une simple donnée physique. C'était une matière, une présence qui sculptait les volumes. Il se versa un verre d'eau, le but d'un trait, et resta là, immobile, au milieu de cet espace qui était enfin le sien, sans fantôme ni faux semblant. Le lendemain matin, Juliette vint pour le procès-verbal de réception des travaux. C'était leur dernière rencontre officielle. Elle tenait un porte-document sous le bras, son efficacité habituelle tempérée par une sorte de solennité douce. Ensemble, ils firent le tour de la maison, une dernière fois. Elle vérifiait un détail de finition, la course d'une porte coulissante, l'alignement d'un interrupteur. Lui la regardait faire. Il observait la manière dont elle posait sa main sur une surface, non pour la juger, mais pour la sentir, la comprendre. Dans la cuisine baignée de soleil matinal, elle ouvrit son porte-document sur l'îlot central.
Voilà, dit-elle. Tout est en ordre. C'est officiellement terminé. Le silence qui suivit fut différent des autres. Ce n'était plus le silence du chantier qui attend sa prochaine phase, ni celui, pesant, de la solitude. C'était un silence de fin de chapitre. Elle allait rassembler ses affaires, lui serrer la main, et sortir de sa vie comme elle y était entrée, avec une discrétion professionnelle. L'idée lui fut intolérable. « Juliette », dit-il, sa propre voix le surprenant. Elle leva vers lui son regard franc, interrogateur. « Je n'ai jamais vraiment eu l'occasion de vous remercier, » dit-il en cherchant ses mots. « Pas seulement pour le travail. Pour la lumière. » Un sourire presque imperceptible effleura ses lèvres. « C'est mon métier, Laurent. » Tout de même. Il marqua une pause. « Accepteriez-vous de boire un verre ? Ce soir, pour célébrer la fin de tout ça, et le début. » Sa proposition flotta entre eux, simple, sans artifice. Elle le considéra une seconde, puis referma lentement son dossier. Avec plaisir. Ils se retrouvèrent dans un bar à vin de la rue de la Procession, un de ces endroits où le bois est patiné et les conversations feutrées. Ils ne parlèrent ni de murs abattus, ni de factures, ni de ce qui avait précédé la transformation. Ils parlèrent de la Toscane, où elle rêvait de restaurer une vieille ferme. Il lui parla de son aviron sur la Seine, de la sensation de l'effort solitaire qui vide l'esprit. Elle lui confia sa passion pour le béton brut de Tadao Ando. Il lui avoua son amour pour les natures mortes de Chardin. Il découvrit une femme qui écoutait, avec la même intensité, qu'elle observait un plan, une femme dont l'humour était sec et l'intelligence rapide. Elle découvrit un homme qui n'était pas le client meurtri et distant qu'elle avait côtoyé, mais un esprit curieux, une sensibilité qu'il ne cherchait plus à cacher derrière une armure de froideur. En la raccompagnant à sa voiture, sous les lampadaires du village de Saint-Cloud, il n'y eut aucun geste déplacé, aucune tentative. Seulement une évidence tranquille. « Merci pour ce soir », dit-elle simplement. « C'est moi qui vous remercie », répondit-il. Il la regarda s'éloigner, le bruit de son moteur s'estompant dans la nuit. En rentrant chez lui, dans cette maison désormais pleine de promesses, Laurent comprit que la lumière ne venait pas seulement des nouvelles fenêtres. Elle venait de s'inviter à entrer. Le lendemain, le silence de la maison n'était plus le même. Il n'était plus un vide à meubler, ni une absence à supporter, mais une toile de fond sur laquelle de nouvelles sonorités pouvaient enfin se dessiner. Le premier café du matin, qu'il prenait seul depuis des années face à la baie vitrée, avait un goût différent. La lumière n'était plus une intruse révélant la poussière et la solitude, mais une promesse. Leur relation s'est construite sans hâte, avec la logique patiente d'un architecte dessinant une épure. Les réunions de chantier, devenues obsolètes, furent remplacées par des promenades au parc de Saint-Cloud, puis par des visites de musées le dimanche après-midi. Juliette ne posait jamais de questions sur le passé, non par pudeur, mais par un respect inné des territoires intimes. Son monde à elle était fait de lignes, de matériaux, de perspectives, de la manière dont la lumière sculpte un volume. Elle s'intéressait à la structure de l'homme qu'elle avait en face d'elle, pas aux ruines dont il s'était extrait. Il apprit à la connaître par fragments, comme on assemble un portrait. Il découvrit son humour caustique, sa passion pour le cinéma de Kurosawa, la façon dont elle tenait son crayon entre le pouce et l'index pour esquisser une idée sur un coin de nappe. Elle était une femme ancrée dans le tangible, dans la matière, et cette solidité était pour lui un baume. Un dimanche, il l'invita à déjeuner. Chloé et Inès étaient là. Il n'y eut aucune annonce, aucune présentation formelle. L'angoisse de Laurent, une ombre persistante, se dissipa face à la simplicité de la scène. Juliette ne chercha pas à séduire Inès, ne força aucune familiarité. Elle s'assit simplement par terre avec elle et lui montra comment plier une feuille de papier pour en faire une grue, un geste précis et magique qui capta l'attention de l'enfant. Chloé observait la scène depuis le canapé, silencieuse,
le visage fermé mais sans hostilité. Elle voyait son père, non pas rapiécé, mais entier, différent. Ce soir-là, après que Chloé et Inès furent de partie, laissant derrière elle un désordre joyeux de jouets et de miettes de gâteau, Juliette resta. Ils rangèrent la cuisine côte à côte, dans un silence complice. Le cliquetis d'une assiette, le bruit de l'eau, leurs gestes qui s'accordèrent sans se consulter. Il la regarda, le dos appuyé contre le plan de travail neuf, et la vit pour la première fois, non pas comme une bouée de sauvetage ou un nouveau départ, mais comme une évidence, une destination. « Mon contrat est terminé, Laurent, » dit-elle, en essuyant la dernière assiette, un léger sourire au coin des lèvres. « La maison est livrée. » Il y eut une pause. Le temps sembla se suspendre dans la cuisine baignée de lumière douce. « Le chantier n'est pas tout à fait fini, » répondit-il, sa voix calme. « Il reste encore beaucoup à construire. » Elle posa le torchon, se tourna vers lui et attendit. Il n'y avait dans son regard ni attente, ni question, seulement une présence absolue. « Reste, Juliette, » dit-il. Ce n'était pas une demande, ni une prière. C'était un constat. Le plan final, la clé de voûte de la nouvelle structure. Elle ne répondit pas avec des mots. Elle s'approcha et posa sa main sur son bras, une chaleur simple et solide. La lumière était entrée. Désormais, elle habitait là. Leur vie commune ne commença pas par un éclat, mais par le murmure discret d'une normalité retrouvée. Le premier matin, Laurent se réveilla avec le bruit feutré de pas sur le parquet neuf du couloir, une sonorité qui n'était ni la sienne, ni celle, fantomatique, du passé. C'était une présence neuve, une respiration étrangère et bienvenue. Dans la cuisine, 2 tasses attendaient, près de la machine à café. Un geste simple, une anticipation de l'autre qui valait toutes les déclarations. Ils n'avaient pas besoin de mots pour meubler le silence. Leurs journées s'organisèrent autour d'un dialogue d'action. Juliette avait apporté avec elle quelques cartons de livres, des esquisses et une plante verte à l'allure tenace. Elle les disposa sans demander, trouvant leur juste place, comme si l'espace avait été conçu pour les attendre. Ils prirent l'habitude de travailler en parallèle, lui dans son bureau avec ses dossiers, elle à la grande table du salon, ses calques et ses crayons créant des mondes sur le papier. Leur silence n'était pas des vides. Ils étaient pleins de la concentration de l'autre, une forme de respect et de compagnie suprême. Le jardin devint leur projet commun. Là où Laurent n'avait vu qu'un entretien à déléguer, Juliette voyait des lignes, des perspectives, des floraisons à venir. Ils passèrent un samedi entier à genoux dans la terre, les mains sales, à planter des rosiers et des agapanthes le long des murs rénovés. L'effort physique, la fatigue saine du soir, le simple dîner partagé ensuite, tout cela constituait une nouvelle grammaire affective. Une paix granulaire, faite de gestes concrets et de plaisirs simples, s'installait. Un soir, alors qu'ils lisaient chacun un livre dans le salon inondé par la lumière du couchant, Laurent posa son ouvrage sur ses genoux. Juliette ne releva pas les yeux, mais il sentit son attention déviée vers lui. « Il y a une chose que nous n'avons pas encore formalisée, » dit-il, le ton factuel, presque administratif, qui était le sien. Elle ferma son livre, marquant la page, et le regarda enfin. « Nous vivons ensemble. Nous construisons ensemble. Je crois qu'il serait logique de signer le plan final. » Il n'y avait pas de bague, pas de genoux à terre, juste le constat d'une évidence. Juliette eut un sourire lent, qui partit de ses yeux, avant d'atteindre ses lèvres. « Je crois aussi, Laurent. » Le mariage fut célébré un mardi matin de septembre, à la mairie de Saint-Cloud. Il y avait 4 personnes, eux 2, et leurs témoins, Chloé et un vieil ami architecte de Juliette. Chloé était là, debout, un peu en retrait, tenant la main d'Inès. Son visage n'exprimait plus la tension ou la culpabilité, mais une sorte de gravité apaisée. Elle regardait son père, non pas l'homme qu'elle avait trahi, mais cet inconnu qu'il était devenu, cet homme capable de reconstruire sur des fondations qu'elle-même avait contribué à dynamiter.
Elle voyait la main de Juliette posée sur son bras, un geste d'une évidence tranquille, et elle comprit que le pardon qu'elle espérait ne viendrait jamais sous la forme d'une absolution, mais qu'il existait sous cette forme-là, la capacité de son père à être de nouveau heureux, sans elle, malgré elle, et finalement, un peu, pour elle aussi, pour qu'elle puisse enfin cesser d'être la cause de son malheur. Quelques jours plus tard, un appel de Maître Beaulieu. La voix de l'avocat était professionnelle, dénuée de toute curiosité. Il l'informait de la mise en vente de l'appartement du 11e arrondissement. Claire, après avoir été quittée par son amant, se trouvait dans une situation financière précaire et devait liquider le bien. Laurent écouta sans un mot. Il n'éprouva ni joie, ni pitié, juste le constat clinique d'une trajectoire. Il remercia l'avocat et raccrocha. Il se tourna vers la baie vitrée. Dehors, dans le jardin, Juliette apprenait à Inès à reconnaître le parfum de la verveine. Le rire de l'enfant montait jusqu'à lui, un son pur qui nettoyait l'air. Il comprit alors la nature de sa victoire. Ce n'était pas la chute de Claire, c'était ce rire, dans ce jardin, à cette heure précise. La vie avait continué, et elle était belle. Le temps, désormais, n'était plus un adversaire. Il n'était plus cette succession de jours vides à endurer, ni ce compte à rebours vers une échéance redoutée. Il était devenu un allié, un fleuve lent et paisible, sur lequel Laurent naviguait avec une maîtrise nouvelle. Les saisons passaient sur la maison de Saint-Cloud, non plus comme des rappels d'un cycle immuable et douloureux, mais comme les chapitres successifs d'un livre enfin apaisé. L'automne arriva, non comme une fin, mais comme une confirmation. C'était l'anniversaire d'Inès. Le jardin, que Juliette avait patiemment redessiné, flamboyait de couleurs chaudes. Il n'y eut pas de grande fête, juste un rassemblement intime, un cercle restreint, où chaque présence avait été pesée, chaque silence compris. Chloé était là, bien sûr. Laurent l'observait de loin, tandis qu'elle aidait sa fille à déballer un cadeau, un cheval à bascule en bois massif qu'il avait commandé à un artisan. Il n'y avait plus dans le regard de Chloé la lueur revendicatrice de la jeunesse qui exige un bonheur qui lui serait dû. Il y avait autre chose, une gravité attentive, une gratitude presque craintive, comme si elle mesurait à chaque instant la fragilité du privilège qui lui était accordé, celui d'être là, dans ce jardin, sous le regard de son père. Juliette, par sa simple présence, rendait la chose non seulement possible, mais naturelle. Elle se déplaçait entre les invités avec une grâce discrète, servant le gâteau, s'assurant que le thé de Chloé était assez chaud, posant une main légère sur l'épaule de Laurent. Elle était l'architecte de cette paix, la garante de ces nouvelles frontières qu'elle n'avait pas eu besoin de négocier, mais qu'elle avait comprises et respectées d'instinct. Elle n'était pas un rempart entre le père et la fille, mais le terrain neutre et fertile sur lequel leur nouvelle relation pouvait prudemment pousser. À un moment, alors qu'Inès, fatiguée, s'était endormie dans les bras de Juliette à l'intérieur, Chloé s'approcha de Laurent, qui contemplait les dernières roses du jardin. Le soleil déclinait, étirant les ombres. « Il est magnifique, le cheval, » dit-elle doucement. Sa voix n'était plus assurée, elle était posée, presque humble. « C'est du chêne, il durera, » répondit Laurent, sans la regarder directement. Un silence s'installa, non pas pesant, mais plein des choses qu'il ne se dirait jamais. Puis Chloé ajouta, dans un souffle, « Merci. Pour aujourd'hui. Pour tout ça. » Le geste de sa main était vague, englobant le jardin, la maison baignée de lumière dorée, la possibilité même de ce moment. Laurent se tourna enfin vers elle. Il ne vit pas la complice de la trahison, ni l'adulte qui avait tenté de justifier l'injustifiable. Il vit une femme qui portait le poids de sa propre histoire, une mère dont le monde avait failli s'effondrer. « C'est pour elle, » dit-il simplement, en hochant la tête vers la maison où dormait sa petite fille. Ce n'était ni un pardon,
ni un reproche. C'était un fait. Un axiome sur lequel leur nouvelle géométrie familiale reposait. Chloé acquiesça, les larmes aux yeux. Mais elle ne pleura pas. Elle avait appris la valeur de la retenue. La lumière de fin de journée filtrait à travers les branches du vieux chêne, et pour la première fois depuis des années, Laurent ne voyait aucune ombre se projeter sur le sol. L'automne avait cédé la place à l'hiver, puis le printemps était revenu, non pas avec la promesse tapageuse d'une renaissance, mais avec la discrétion d'une habitude retrouvée. L'herbe du jardin, tondue avec une précision nouvelle, avait effacé les dernières traces des travaux. La maison respirait. Les matins avec Juliette commençaient par le parfum du café et le froissement du papier journal, un rituel simple qui était devenu le métronome de sa paix intérieure. Elle n'avait pas remplacé un vide, elle avait co-construit un espace nouveau, là où il n'y avait plus que des ruines et des plans d'architecte. L'idée du mariage n'avait pas été une proposition formelle, mais une conversation, un soir, alors qu'ils regardèrent les derniers plans de la terrasse qu'elle avait dessinés. Elle avait dit, en traçant une ligne du bout du doigt, « Il nous faudrait un banc ici pour vieillir. » Laurent l'avait regardé. Dans ses yeux, il n'y avait ni attente, ni calcul, seulement l'évidence tranquille d'un futur partagé. « Un banc, c'est un bon début », avait-il répondu. Ils se marièrent un mardi matin à la mairie du 16e arrondissement. Il n'y avait que 2 témoins, des amis de Juliette, et Maître Beaulieu, qui avait insisté pour être là, non pas en tant qu'avocat, mais en tant que témoin, au sens le plus littéral, du chemin parcouru. Dans la salle des mariages impersonnels, les mots du maire sonnaient étrangement justes, dépouillés de tout romantisme excessif. C'était un contrat, un engagement lucide entre 2 adultes qui connaissèrent le prix des choses et la valeur du silence. Chloé n'était pas là, ni Inès. Laurent le leur avait annoncé la veille, sans phare. Ce n'était pas un rejet, mais la définition d'un périmètre. Leur célébration viendrait plus tard, le dimanche suivant, autour du déjeuner habituel, avec un gâteau et le rire d'Inès comme seule musique. Ce jour-là appartenait à la fondation d'autre chose, un édifice dont les plans ne concernaient que lui et Juliette. Quelques semaines plus tard, une lettre de l'étude de Beaulieu, réglant un détail administratif résiduel, contenait une note manuscrite en bas de page. L'avocat l'informait, sobrement, que le compagnon de Claire l'avait quittée. Elle avait vendu l'appartement de Deauville et vivait désormais seule dans le 15e. Laurent lut la phrase, la relut, et ne ressentit rien. Pas de triomphe, pas même de pitié. Juste le constat clinique d'une trajectoire, un écho lointain d'un monde qui n'était plus le sien. Il plia la lettre et la posa sur le tas de courriers à classer, entre une facture d'électricité et le catalogue d'une pépinière. Ce soir-là, en rentrant, il trouva Juliette endormie sur le canapé, un livre posé sur sa poitrine. La lumière du lampadaire dessinait des formes douces sur son visage. Il posa une couverture sur elle. Dans ce geste simple, il y avait toute la mesure de sa nouvelle vie. Il n'avait pas seulement reconstruit une maison, il avait rebâti un foyer. Un lieu où les mains n'étaient pas là pour trahir, mais pour réchauffer. Où le silence n'était pas l'arme du mépris, mais l'espace partagé d'une confiance absolue. Il s'assit dans le fauteuil en face d'elle, et pour la première fois, il comprit que sa victoire n'était pas d'avoir survécu, mais d'avoir appris à vivre à nouveau, sans amertume ni dette. Il était libre. Cette liberté n'était pas une absence, mais une plénitude. Ce n'était pas l'oubli, mais l'acceptation sereine du chemin parcouru. Ce n'était plus un mur érigé contre le passé, mais une fenêtre immense, ouverte sur un présent, où chaque geste, chaque silence, avait retrouvé son poids de vérité. Leur mariage, célébré au printemps suivant, fut à l'image de cette quiétude. Dans la petite salle de la mairie de Saint-Cloud, il n'y avait que 2, Inès qui tenait maladroitement un petit bouquet de marguerites et 2 amis comme uniques témoins. Pas de grande cérémonie, pas de discours, juste l'échange de 2 anneaux d'or brossés, le bruissement d'une robe de lin
et la certitude, dans le regard clair de Juliette, que le bonheur n'avait pas besoin de faste pour être absolu. C'est Chloé qui lui apprit la nouvelle, un dimanche après-midi, alors qu'Inès faisait la sieste à l'étage. La voix de sa fille était basse, presque craintive, comme si elle redoutait de réveiller l'ancienne colère. Claire était seule. Son amant était parti, lassé, disait-on, d'une vie construite sur des justifications fragiles. Elle vivait recluse dans un 2 pièces de la banlieue sud, ne voyait presque personne. Laurent écouta sans interrompre, le regard fixé sur un rayon de soleil qui découpait la poussière dans l'air. Il ne ressentit rien, ni la satisfaction mesquine de la vengeance, ni la moindre trace de pitié. Juste le constat clinique d'une trajectoire qui n'était plus la sienne, d'un nom qui appartenait à un autre temps. La nouvelle glissa sur lui comme l'eau sur une pierre polie par le fleuve. Plus tard, dans le jardin, il regarda Juliette aider Inès à construire un château de sable au pied du grand chêne. La lumière dorée de la fin de journée filtrait à travers les feuilles nouvelles. Le rire de l'enfant, le sourire de la femme qu'il aimait, la solidité tranquille de la maison derrière lui. Il comprit alors que la trahison ne lui avait rien pris d'essentiel. Elle l'avait seulement dépouillé de ce qui était faux, de ce qui était déjà mort. La véritable architecture de l'existence n'était pas dans les murs que l'on bâtit pour s'enfermer, mais dans la lumière qu'on laisse enfin entrer. La cicatrice, sur son âme, demeurerait. Mais elle n'était plus une blessure. C'était la marque discrète d'une carte ancienne, le souvenir d'un territoire traversé, avant de trouver, enfin, son propre continent.